Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 22 heures dont voici les titres. La politique nationale du genre 2024-2030 et l'approbation des comptes financiers 2023 des institutions publiques ont été à l'ordre du jour de cette plénière à l'Assemblée nationale. Également dans l'actualité, un dîner gala en l'honneur de la candidature de M. Mahmoud Ali Youssouf à la présidence de la Commission de l'Union africaine. En ce qui fait la une de l'actualité internationale, les pays arabes ont condamné l'incursion israélienne dans la zone tampon du plateau du Golan en Syrie. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a eu l'honneur de recevoir aujourd'hui, en fin de journée, la délégation de l'Association d'amitié Japon-Djibouti. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales historiques entre la République de Djibouti et le Japon, fondée sur une coopération mutuellement bénéfique et une amitié profonde entre les deux nations. Un an après sa création officielle à Tokyo, l'association d'amitié Japon-Djibouti continue de jouer un rôle central dans le développement des relations multidimensionnelles entre les deux pays sous la direction du président Rey et avec le soutien inestimable de M. Sansei. L'association a organisé plusieurs activités, notamment des rencontres avec les membres du gouvernement djiboutien, des séminaires de présentation sur Djibouti ainsi que ce voyage inaugural sur le sol djiboutien. Les discussions lors de la rencontre avec le Premier ministre ont mis en lumière plusieurs axes, notamment le développement économique à travers les investissements japonais, notamment via la JICA, la coopération dans le domaine de la sécurité maritime, les échanges culturels et le renforcement des capacités dans le domaine de l'éducation, de l'innovation technologique. Et à cet effet, le président de l'association d'amitié Japon-Djibouti s'est exprimé. Voici ses propos. Je m'appelle Arai Tatsuo, ancien ambassadeur du Japon à Djibouti 2015 à 2017. Et maintenant, je suis revenu à Djibouti en tant que le président de l'association d'amitié Japon-Djibouti. Répondant à la proposition de M. le Premier ministre, l'association d'amitié des deux pays a été fondée il y a un an. Alors, l'objectif, c'est de promouvoir les liens entre le Japon et le Djibouti dans un large éventail de domaines. Je suis tout à fait heureux d'être revenu au pays, mon deuxième pays. Alors, cette fois-ci, l'association a envoyé une délégation pour concrétiser les projets ou bien les échanges. Parce que nous avons déjà la coopération très étroite dans le domaine de la défense, sécurité, l'éducation, énergie et autres. Mais pourquoi pas, on peut élargir encore à notre coopération, surtout avec la participation du secteur privé entreprises japonaises. Comme je suis maintenant, j'appartiens à l'association privée, alors je préfère beaucoup de choses avec le soutien des autorités japonaises et aussi des autorités djiboutiennes pour bien élargir notre coopération, surtout avec la participation du secteur privé. Je vous l'ai annoncé dans le titre, la deuxième séance publique de la deuxième session ordinaire du Parlement de l'année 2024 de la 9e législature s'est tenue aujourd'hui et ce conformément à l'article 52 de la Constitution. Le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, a présidé la deuxième séance de la seconde session ordinaire du Parlement pour cette année 2024 avec la participation du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, des ministres de l'ensemble des parlementaires.
Le président de l'Assemblée, Dilleta Mohamed Dilleta, après l'ouverture de cette séance plénière, a invité les différents rapporteurs à prendre parole pour exposer leur rapport sur le projet de loi qui avait été examiné en commission. Parmi les projets de loi abordés ont figuré le projet de loi de finances portant règlement définitif du budget pour l'exercice 2023 et du budget rectificatif de l'année 2024, la politique nationale genre 2024-2030, ainsi que l'approbation des comptes financiers 2023 de l'institution publique telle que l'Agence nationale des personnes handicapées, l'ANPH, l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, l'ODEG, l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, l'ANSI, les députés dans l'exercice de leur mission de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques ont interpellé les membres du gouvernement sur la gestion des finances publiques. Ils ont demandé des éclaircissements sur les écarts éventuels entre les prévisions budgétaires initiales et les résultats obtenus, ainsi que sur les efforts entrepris pour améliorer la transparence et l'efficacité dans la gestion des finances publiques. Au cours de ces échanges et face à une série d'interrogations des parlementaires, les membres du gouvernement ont apporté des éléments de réponse que vous entendrez, dont le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a réaffirmé avec force l'engagement du gouvernement à poursuivre et à croire en la réussite du programme sur le projet de la géothermie. Avec les votes et l'adoption des textes de loi inscrits à l'ordre du jour, le président de l'Assemblée nationale Dilleta Mohamed Dilleta a clôturé la séance. Et à cette occasion, le président de l'Assemblée nationale Dilleta Mohamed Dilleta a prononcé un discours dont voici la teneur. Bienvenue pour cette deuxième séance publique de la deuxième session ordinaire 2024. Pour ce mercredi 11 décembre, l'ordre du jour comporte 6 projets de loi, dont l'examen du règlement définitif de l'État pour l'exercice 2023 et les projets de loi rectificatifs des finances 2024. En détaillant, nous allons nous pencher sur les projets de texte suivants. Premier projet de loi 126 AN 24 9e législature portant adoption de la politique nationale du genre 2024-2030 en République Djibouti. Projet de loi des finances 128 AN 24 9e législature portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2023. Projet de loi des finances 129 AN 24 9e législature portant budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2024. Projet de loi 140 AN 24 9e législature portant approbation des comptes financiers de l'Agence nationale des personnes handicapées pour l'exercice 2023. Projet de loi 141 AN 24 9e législature portant approbation des comptes financiers de l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique pour l'exercice 2023, projet de loi 124 AN 24 9e législature portant approbation des comptes financiers de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État ainsi pour l'exercice 2023. Et lors de cette séance, des questions ont été posées par les parlementaires auxquelles les membres du gouvernement ont répondu. Voici le débat questions-réponses. Monsieur le ministre, quelles sont vos mesures pour promouvoir une politique de restructuration et de transformation du secteur informel qui présente énormément de manques à gagner pour le budget de l'État? Pourquoi on ne respecte pas la loi de finances votée en 2016 qui dit que pour toute exonération, il faut qu'il y ait une commission nationale qui se prononce dessus et non pas que la direction d'un pays. Monsieur Charmarke, vous avez posé la question sur cette commission qui existait. Ça fait partie de ces réformes en cours, notamment sur le code des investissements. Et il y aura un comité interministériel qui également évalueront les investissements. Et ça fait partie du programme que Mme Safia est sur lequel elle est en train de travailler
en parfaite harmonie avec nous. Comme on sait, dans chaque pays, il y a des projets qui réussissent, il y a des pays, il y a des projets qui tuent. Est-ce que la géothermie est-il un projet qui asphyxie la dette de la République de Djibouti sans donner des résultats concluants? C'est la seule ressource aujourd'hui stable qui peut pallier et subvenir au développement de Djibouti, l'énergie géothermique. Mais la question, si je peux retourner la question à l'honorable député, qu'est-ce que vous auriez dû faire? Arrêter? C'est une question. Nous n'allons pas arrêter. Nous sommes dans un très bon chemin, ligne, et nous sommes optimistes. C'est vrai que l'ODEC, depuis sa création en 2015, a eu quelques arrêts de projets avec les problèmes de financement des FADES dont vous parliez. Maintenant, les financements des FADES ont repris et nous retravaillons aussi avec la GIEK pour continuer, finir les explorations et les études d'impact sur le forage de Fialé. Les forages vont finir certainement d'ici l'été 2025 et nous sommes optimistes. Nous croyons à ce que nous pouvons réaliser cette production énergétique tant désirée par nos concitoyens. C'est une question de vie ou de mort pour la population djiboutienne, pour le gouvernement de Djibouti, pour avoir une énergie stable. Ensuite, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a réaffirmé avec force l'engagement du gouvernement à poursuivre et à croire en la réussite du projet de la géothermie. Cette question qui a été posée par l'honorable député m'interpelle dans la mesure où, quand vous croyez à quelque chose, si, admettons, vous avez un échec, vous avez un deuxième échec, vous avez un troisième échec, et vous vous dites, bon, j'ai eu déjà 3 échecs, c'est pas la peine, je me retire. Non. Si vous croyez à quelque chose, vous y arriverez. Eh bien, nous croyons à la géothermie. Nous croyons à la géothermie parce que quand on fait les études de surface, les études de surface donnent simplement des indications là où on doit faire le forage. Une fois que vous faites le forage, vous ne pourrez peut-être pas trouver tout ce que les études ont indiqué. Vous allez trouver autre chose. Mais tous les forages ne sont pas négatifs. Il y a des forages qui sont positifs. Ça, il faut le savoir. Et le problème de financement existera toujours. Et pourquoi les bailleurs de fonds ne veulent pas s'engager trop sur la géothermie? Tout simplement parce qu'ils savent, ils disent, d'abord, il faut trouver la chaleur, et après on va financer. Mais ils ne veulent pas préfinancer les études. Et c'est cela qui pose quelques problèmes pour nous, mais nous croyons tellement que nous y arriverons. Merci. Également dans l'actualité, le multipurpose hall du siège de l'Union africaine à Addis Abeba a accueilli un dîner gala organisé en l'honneur de Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. La suite avec Samatar Saïd. Le multipurpose hall du siège de l'Union africaine à Addis Abeba a accueilli un dîner de gala organisé en l'honneur de Mohamed Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Cet événement a rassemblé des représentants de plusieurs États membres de l'Union africaine, des diplomates ainsi que des partenaires régionaux et internationaux. Il s'inscrit dans le cadre de la campagne de candidature de Mohamed Ali Youssouf au poste de président de la Commission de l'Union africaine. L'objectif principal de cet événement était non seulement de promouvoir la candidature de Mohamed Ali Youssouf, mais aussi de consolider les préparatifs pour sa participation au débat Madja Africa, prévu ce vendredi 13 décembre, une étape clé pour présenter ses idées et répondre aux questions des États membres. L'événement a débuté par l'interprétation des hymnes nationaux, celui de la République de Djibouti, suivi de celui de l'Union africaine. Cette ouverture solennelle a marqué le temps de la soirée, axée sur l'unité et le respect des valeurs panafricaines.
Une présentation détaillée du parcours, du profil de Mahmoud Ali Youssouf a ensuite été projetée, mettant en avant ses réalisations en tant que diplomate et son engagement pour le développement du continent. Par la suite, plusieurs personnalités de haut rang ont pris la parole, notamment l'ambassadrice représentante permanente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie auprès de l'Union africaine, qui a ouvert les allocutions avec son discours saluant le leadership et la vision stratégique du candidat. M. Mohamed Ali Youssouf a ensuite pris la parole dans les 3 langues officielles, anglais, français et arabe, illustrant son engagement en faveur de la diversité linguistique et culturelle du continent. Son discours a porté sur sa vision une Union africaine plus forte, plus unifiée, capable de relever les défis du XXIe siècle. La soirée s'est poursuivie par une session de questions-réponses au cours de laquelle les participants ont posé des questions au candidat Mohamed Ali Youssouf, qui a répondu avec précision et clarté, renforçant son message et sa position comme un candidat de choix pour la présidence. The fifth cluster will be working on the transparency. Mesdames et messieurs, ce soir, nous sommes pas... Our continent is in a very critical moment where it has... Monsieur le ministre, si vous étiez l'inconnu... On one specific sector, which is the digital revolution, ce n'est pas un raté, hein? عاد السفراء الحضور الكريم لا يسعني إلا أن أشكركم. Concernant les partenariats entre l'Afrique et le monde extérieur. Nomenclature sur la participation, etc., etc. Dans l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires. Je vous remercie. Vers la Ligue arabe, vers d'autres, on aura des soucis pour aller dans des dossiers qui exigent des... The crisis in the Sudan is, a crisis between 2 armies. Even the people of Sudan has nothing to do with it. So we need to find... Par la suite, plusieurs personnalités de haut rang ont pris la parole, dont l'ambassadrice représentante permanente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie auprès de l'Union africaine a ouvert les allocutions avec un discours saluant le leadership de la vision stratégique du candidat Mahmoud Ali Youssouf. Ensuite, l'ambassadeur représentant permanent de la République du Congo auprès de l'Union africaine et deuxième vice-président du comité de représentants permanents a prononcé un discours mettant en lumière les qualités nécessaires pour diriger l'organisation. Si vous étiez l'inconnu des lieux ou de la place, nous nous serions sans doute permis d'être un peu plus bavards. Bavards sur l'Union africaine, sa commission avec laquelle nous, COREP, travaillons au quotidien. Bavard sur les défis, nombreux assurément, qui attendent tous les prétendants au poste. Ce poste qui, votre Excellence le sait parfaitement, est bien loin d'être un centre de repos. Bavard aussi, et pourquoi pas, sur les attentes hautes des uns et des autres, attente placée sur une union, nous osons l'affirmer, en pleine période de turbulence, de mutation, de transition, une union engagée à nous rapprocher au plus vite
de cette Afrique que nous voulons. Pour les besoins de la cause, le 2063 est là, heureusement, mais cette Afrique que nous voulons se trouve encore à 1000 lieues de l'Afrique que nous avons aujourd'hui. La vraie, celle que nous sommes précisément appelés à transformer. Il faut savoir compter sur et avec nous le COREP en question. Le comité des représentants permanents est toujours là, comme ce soir, omniprésent, très regardant, très exigeant et demandeur de résultats. Avec patience, nous attendons les réélus, avec lesquels nous allons œuvrer, la main dans la main et sincèrement, à relever les nombreux défis qui pointent à l'horizon et que vous connaissez parfaitement, j'oserais affirmer, comme pour conclure. Et en clôturant la série des interventions, Mahmoud Ali Youssouf s'est exprimé dans les 3 langues officielles, l'anglais, le français et l'arabe, illustrant son engagement en faveur de la diversité linguistique et culturelle du continent. Son discours a également porté sur sa vision, une vision d'une Union africaine plus forte, plus unifiée, capable de se relever des défis du XXIe siècle. Après plus de 3 décennies d'action dans les relations internationales et la diplomatie multilatérale, j'ai pensé qu'il était temps pour moi de mettre mon expérience et mes compétences au service de l'Afrique. Pour beaucoup d'entre vous qui êtes accrédités auprès de l'Union africaine, vous connaissez certainement mieux que moi le fonctionnement de la Commission et les méthodes de travail. Vous en connaissez aussi les rouages, et qu'elle représente surtout la tour de contrôle de toutes les structures de l'Union africaine. Ce n'est pas seulement une instance d'exécution, mais c'est aussi une structure de coordination et d'orientation qui porte les ambitions de notre continent. Il me semble qu'il s'agit là de la clé de voûte de la réussite de notre action commune au sein de l'Union africaine. En cela, si je suis élu, j'aurai l'honneur de travailler de concert et en parfaite synergie avec vous tous, membres du COREP. Je compte bien vous proposer une méthode de travail avec une régularité de rencontres nécessaire à l'interaction entre le président de la Commission, son équipe et le COREP. Le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, a été reçu en sa qualité d'émissaire par le ministre des Affaires étrangères du Bénin, M. Bakary, lors d'une audience. Il a remis un message officiel du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, destiné à son homologue béninois, Patrice Talon. Ce message portait sur le soutien du Bénin pour la candidature de Djibouti au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Au cours de cette rencontre, le ministre du Travail, accompagné de son conseiller technique en communication, Khadir Omar, a présenté les atouts du candidat djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, actuel ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, ainsi que sa vision stratégique visant à renforcer les institutions panafricaines et à relever les défis majeurs du continent. Et cette réaction à chaud du ministre du Travail chargé de la formalisation de la protection sociale, M. Abdi Saïd. Voici un extrait de cette réaction. Les relations entre le Bénin et la République de Djibouti sont excellentes. Elles ne datent pas d'aujourd'hui. Elles datent de plusieurs décennies déjà. Nous espérons beaucoup des renforcements des relations actuelles par rapport au futur. Mais je suis venu ici aujourd'hui dans cette belle ville de Cotonou pour d'abord remettre un message au président Patrice Talon, président de la République du Bénin, un message qui m'a été remis par son homologue et frère, président Ismaël Omar Guelleh de Djibouti. Les perspectives sont prometteuses pour l'ensemble des pays. Nous avons discuté avec le ministre des Affaires étrangères et sur beaucoup de domaines que nous puissions exceller en matière de coopération.
Retour à Djibouti où le second tour des élections de la Chambre du commerce s'est tenu aujourd'hui, permettant de désigner le nouveau bureau consulaire. Cette étape fait suite au renouvellement des membres de l'Assemblée générale réalisé lors du premier tour le 27 novembre. La Chambre de commerce de Djibouti regroupe 9 catégories professionnelles, 8 pour les opérateurs économiques de la capitale et une dédiée aux opérateurs des régions de l'intérieur du pays. Après l'élection des 44 membres de l'Assemblée générale à la fin du mois de novembre, ces derniers ont procédé aujourd'hui à l'élection de 9 membres du bureau. Tous les élus ont à l'unanimité renouvelé leur confiance à la tête de l'institution de M. Youssouf Moussa Dawale que je vous propose d'écouter. Que nous venons d'élire. Votre engagement témoigne d'une volonté commune de servir notre institution et au-delà de contribuer activement au développement du secteur privé de notre pays. Mesdames et messieurs, chers collègues, comme vous le savez, la Chambre de commerce est un bien qui nous appartient tous. C'est aussi une institution de renommée nationale comme internationale. Elle est la voix du secteur privé, un acteur stratégique de la croissance économique, un moteur fondamental de soutenir et de promouvoir nos entreprises en œuvrant et renforçant de leur compétitivité, à l'élargissement de leurs opportunités et à leur intégration dans les marchés globaux. Et à l'issue de cette journée, une réaction, celle du ministre du Commerce. D'une manière générale, les élections de la Chambre de commerce, aussi bien l'élection de l'Assemblée générale, mais aussi l'élection des bureaux, de membres des bureaux, se sont déroulées dans de très bonnes conditions, avec beaucoup de sérénité. Donc je tiens à féliciter d'abord l'Assemblée générale, les membres de l'Assemblée générale qui sont élus, mais également les membres du bureau et notamment le nouveau président, toujours M. Youssouf Moussa Dawale. Cette élection est une marque de reconnaissance de vos compétences, Monsieur le Président, mais aussi les membres qui ont travaillé avec vous et votre engagement également pour le développement des secteurs privés. Donc, le ministère du Commerce et du Tourisme, je dis bien du Tourisme, est disposé également à vous accompagner dans vos missions qui consistent à promouvoir surtout le secteur du privé. Nous savons maintenant que la Chambre de commerce est un partenaire clé pour le développement économique du pays. Nous devons normalement mettre en place une stratégie pour développer le secteur privé. Pourquoi? Parce que le secteur privé, c'est le secteur dont nous espérons beaucoup pour ce qui concerne surtout d'investissement et de création d'emplois et de réduction de la pauvreté. Autre actualité de ce 22h, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, a présidé aujourd'hui donc à la réouverture du centre de développement communautaire de Hajdidé, le complément donc réhabilitant également sur fonds propres du budget national. La suite avec Samatar Saïd. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, a présidé à la clôture du centre de développement communautaire de Hajdidé, complètement réhabilité et rééquipé sur fond du budget national. La seconde plus ancienne maison des jeunes de la République de Djibouti, après celui du stade, est entièrement rénovée, rééquipée des matériels dernier cri au terme de plusieurs mois de travaux. Sous la supervision du maître d'ouvrage, le ministère de la Jeunesse et de la Culture
Ont participé à cet événement, outre la ministre, plusieurs parlementaires, le président de la commune de Boulahaus, la sous-préfet et des hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture, des représentants des associations des femmes, des jeunes, de la société civile, des notables et leaders des quartiers 1 et 2, les responsables du CDC. Après un accueil chaleureux en l'honneur de la ministre et une visite guidée des locaux, plusieurs leaders de ce quartier dont la cosmopolitaine illustre symboliquement l'unité dans la riche diversité ont successivement exprimé leur enthousiasme de voir leur CDC entièrement remis à neuf, doté des matériels de pointe. Ces derniers ont remercié le président de la République et la ministre Dr Hiboum Absoulé pour les efforts constants en vue d'offrir aux jeunes à travers cette plateforme flambant neuf l'espace favorable pour leur épanouissement. Enfin, les représentants des deux quartiers ont confirmé que ce joyau apportera une bouffée d'oxygène dans les perspectives d'une saine orientation propice à la promotion socio-économique en faveur des jeunes et des communautés. Par ailleurs, la préfète du 1er arrondissement et le président de la commune de Boulahaus se joignent à ce concert d'approbation et d'enthousiasme et de remerciement à la ministre pour le CDC d'Hadjidje, métamorphosé dans des accessoires didactiques, ludiques, éducatifs et numériques modernes, lui confère un nouvel attrait au fait de sa renaissance en termes de capacité pour répondre avec efficience aux attentes des communautés. Et en prenant la parole à cette occasion, la ministre a également adressé ses remerciements aux responsables de la commune, les notables et les leaders des deux grands quartiers. Dr Hibo a également exhorté les populations, les jeunes à prendre soin de cette plateforme. C'est vraiment un vrai plaisir, enfin, d'être dans ces grands CDC de deux quartiers 1 et 2 qui a été complètement réhabilité, rééquipé sur fond du budget national. C'est très important de le dire. Ça vous montre à quel point le président de la République est attaché à l'épanouissement de la jeunesse et que les centres de développement communautaire deviennent de véritables lieux de rencontres, des discussions, des lieux opérationnels bien équipés qui n'ont besoin de personne d'autre et surtout pas des institutions partenaires. Eux, on a besoin d'eux pour des activités, pour des programmes. Ce CDC a longtemps été fermé, donc l'entreprise qui a obtenu le marché a fait un excellent travail. Nous, on s'est imposé pour que vous ayez un équipement moderne, parce que nous en sommes à la 4e génération de CDC, et la réhabilitation permet toujours d'être un peu sur des nouveaux espaces et d'apprêter ou d'être prêt pour de nouvelles activités. Donc cette réhabilitation va permettre en effet d'accueillir des concours vidéo, des concours des jeux sportifs, des loisirs, mais ça va être aussi des espaces vraiment très beaux et très confortables pour accueillir la totalité des composantes des communautés des deux quartiers, que ce soit les jeunes, les mamans, les papas, les grands-pères. Vraiment, il faut que ça soit un centre de développement communautaire. Nous comptons sur vous, les habitants du quartier et de deux quartiers, de tenir cet endroit propre. Il y a un service de nettoyage, il y a un service de sécurité, mais sans vous, ils ne pourront pas faire un bon travail. Donc, soyez avec eux, travaillez avec eux, faites que ce CDC soit vivant et qu'il soit vraiment bien entretenu. Le ministère de la Femme et de la Famille a organisé un atelier national au Sheraton Hotel pour le lancement des consultations en vue de la préparation du 2e plan d'action nationale. De quoi était-il question? La réponse dans ce commentaire. Le ministère de la Femme et de la Famille a organisé un atelier national au Sheraton Hotel pour le lancement des consultations en vue de la préparation du 2e plan d'action national. Cet événement a rassemblé des acteurs clés de la société civile, des responsables gouvernementaux et des partenaires internationaux, marquant ainsi une étape cruciale dans l'engagement du pays envers l'inclusion des femmes dans les processus de paix et de sécurité. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Mme Anissa Hassan Bahdon, secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, qui a souligné l'importance de cette initiative dans la promotion des droits des femmes et de l'égalité des genres, avec un soutien indéfectible du PNUD, Mme Emma Ngwa, la représentante du programme des Nations Unies pour le développement. Ce rassemble est le reflet d'une volonté collective de renforcer les mécanismes permettant d'assurer la participation des femmes dans la prise de décision.
Adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2000, la résolution 1325 représente un appel crucial à l'action mettant en avant le rôle indispensable des femmes dans la prévention des conflits, la gestion des crises et la reconstruction des post-conflits. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour aborder un sujet fondamental pour l'humanité, à la situation existante. La participation des femmes à tous les niveaux de décision pour gérer et résoudre les conflits. Personnel féminin des armées, par exemple, participant à des missions de maintien de la paix, telles qu'AMISOM, depuis une décennie. Dans son intervention, la représentante du PNUD, Mme Emma Ngouananok, a indiqué que ce rassemblement est le reflet d'une volonté collective de renforcer les mécanismes permanents d'assurer la participation des femmes dans la prise de décision. C'est un réel plaisir d'être ici ce matin pour accompagner donc les consultations autour de la deuxième génération du plan national d'action dédié à la mise en œuvre de la résolution 1325. Je pense que ce moment marque encore une fois notre engagement collectif envers donc la contribution des femmes dans les processus de paix et de sécurité. Nous savons que la résolution 1325 a été adoptée en 2000 par les Nations Unies à l'unanimité et nous rappelle donc que les femmes sont essentielles dans les processus de paix et de sécurité. Nous le savons, les femmes, malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, sont au cœur donc des processus de paix, de médiation et de sécurité. Et la résolution 1325 a énoncé 4 piliers qui, je pense, guident notre action et notre réflexion dans le cadre de l'élaboration de cette politique. La secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille a souligné l'importance de cette initiative dans la promotion des droits des femmes et de l'égalité des genres. La rencontre de ce jour répond à la volonté politique du gouvernement sur la participation de la femme à tous les niveaux institutionnels et pour aussi le rôle constructif des femmes dans le processus de la paix et de la stabilité du pays. Notre environnement géostratégique nous engage davantage à se préoccuper sur la condition féminine tout en veillant sur le respect de nos valeurs socioculturelles et le droit de la femme. Il faut souligner que la Constitution djiboutienne, nos textes juridiques et nos mécanismes institutionnels prennent en compte pleinement les conditions internationales et africaines pertinentes en matière des droits de l'homme en général et la promotion en genre plus particulièrement. Chers participants, aujourd'hui je suis heureuse d'être devant vous pour ouvrir cet atelier sur la consultation dont l'objectif est de dessiner les principales orientations du deuxième PAN, c'est-à-dire le plan d'action national 2025-2030. Direction Arta, dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population, a organisé une formation de relais communautaires à Arta. Cette initiative vise à renforcer les capacités locales pour la prévention des violences basées sur le genre. Cette initiative vise à renforcer les capacités locales pour la prévention des violences basées sur le genre et l'orientation des victimes. La formation permet aux relais communautaires de jouer un rôle actif dans la sensibilisation et la protection des populations vulnérables, en particulier des femmes et des filles. Cette action s'inscrit dans une campagne nationale qui s'étend aux 5 régions de l'intérieur, avec pour objectif de bâtir une société plus inclusive et respectueuse des droits humains. mustaqbalkooda ayaa maanta consultant-ga FINIABIO. Dans le cadre du mois de l'amnistie et de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres illicites, une délégation de la police nationale de Djibouti s'est rendue dans le nord du pays, notamment dans la région d'Obok. La délégation de la police nationale a été tout d'abord reçue par le préfet de la région qui leur a souhaité la bienvenue. Ensemble, les deux parties ont échangé sur l'importance du mois de l'amnistie et de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres illicites. Cet événement met en lumière que la lutte contre les armes illicites dépasse une simple action ponctuelle. Elle représente un véritable pacte social et politique en faveur d'un avenir meilleur.
Dans ce cadre, un atelier éducatif a été organisé pour les forces de sécurité et de défense dans la région d'Obok du 5 au 8 de ce mois. Cet atelier a réuni la police, la gendarmerie, l'armée, la force maritime, les gardes-côtes dans le but de sensibiliser ces acteurs clés au danger de la prolifération des armes légères et de petit calibre. L'atelier a permis également de partager des stratégies pour contrôler, tracer et réduire les armes en circulation tout en renforçant la collaboration entre les différentes institutions chargées de la sécurité. Les discussions ont également abordé la nécessité de renforcer les mécanismes législatifs et opérationnels existants et d'impliquer activement les communautés locales dans la lutte contre ce fléau. Cet atelier s'inscrit dans un effort global visant à prévenir la prolifération des armes légères et de petit calibre et à promouvoir les actions de sensibilisation pour un avenir plus sûr. Limitrophe avec l'Érythrée et surtout avec le Yémen, qui est un pays toujours en guerre. Donc je vous serai très reconnaissant, surtout d'être attentif à cette formation et que cette formation, cette journée soit une journée riche en expérience et en échange. Toujours dans le cadre de ce mois de l'amnistie et de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, la police nationale de Djibouti a organisé dans la région d'Obok une marche symbolique adressant un message de paix déterminé et solennel à l'ensemble des pays africains. Cet événement s'inscrit dans une initiative continentale de l'Union africaine visant à atteindre un objectif ambitieux, faire taire les armes d'ici 2030 et bâtir un futur sécurisé pour les générations à venir. La marche a rassemblé un large éventail de participants, parmi lesquels figuraient la police nationale, les forces de sécurité ainsi que les représentants de la société civile. Le départ de la marche a eu lieu en face du commissariat de la police nationale à Obok et le cortège s'est dirigé à la préfecture de la région d'Obok, ponctué par des slogans et des chants de paix. À travers cette marche, les participants ont voulu sensibiliser le public obokois et encourager une prise de conscience collective quant à l'importance de bâtir une Afrique pacifique sécurisée. Cet acte symbolise notamment le rejet de la violence et du renforcement de la sécurité publique, reflète également la volonté de Djibouti d'éradiquer les menaces liées aux armes illicites. L'événement montre que la lutte contre les armes illicites est bien plus qu'une simple action ponctuelle. Elle représente un véritable pacte social et politique pour un avenir meilleur. En s'inscrivant dans l'initiative de l'Union africaine, Djibouti affirme sa position en faveur d'une Afrique prospère, unie, où les enfants grandissent sans peur, où les nations peuvent se développer en harmonie. En sport, cette fois avec le tirage au sort très attendu du tournoi interministériel. Le tournoi débutera à la fin du mois au complexe sportif de Ouafad. Une occasion pour les équipes participantes de défendre leurs couleurs et surtout de renforcer les liens entre institutions à travers le sport. Pas moins de 27 équipes seront en lice cette année, regroupant 24 ministères ainsi que de manière exceptionnelle des équipes issues de la présidence, de la primature de l'Assemblée nationale. Cette participation élargie promet un spectacle sportif de haut niveau. Un tableau récapitulatif des résultats du tirage au sort sera prochainement publié sur la page Facebook officielle du secrétariat d'État chargé des sports. Et pour plus de précisions, suivant le directeur des sports, M. Abshir Ali. Ce matin, nous avons lancé le tirage au sort du tournoi interministériel édition 2024. Ce tournoi va regrouper l'ensemble des ministères ici en République de Djibouti. Et nous avons aussi invité et intégré une équipe de la primature et également une équipe de la présidence, sans oublier une équipe de l'Assemblée nationale. Donc ce tournoi, tout d'abord, consiste à jouer pour le plaisir, pour s'épanouir, mais également
pour lutter contre les maladies liées à l'inactivité, c'est-à-dire le diabète, l'obésité, la surcharge pondérale et tout ce qui va avec. Donc nous voulons à ce que les employés des ministères, des institutions de l'État soient mobiles pour qu'ils puissent s'épanouir, pour qu'ils puissent se connaître entre eux et également à la fin désigner le vainqueur. Donc nous avons lancé la première édition il y a quelques années de cela. La première année, c'était une année test où nous avons juste organisé le tournoi interministère au niveau de la cité ministérielle. Donc c'était le tournoi de la cité ministérielle. Donc les ministères qui se regroupent ici au sein de la cité ministérielle ont pris part à cette première édition. Et quand nous avons vu l'engouement et la volonté des autres ministères à intégrer dans ce tournoi, nous avons opté pour une deuxième édition beaucoup plus large où l'ensemble des institutions étatiques seront et derrière ils vont jouer au nom de leur département. Donc je tiens à remercier l'ensemble des directrices et directeurs administratifs des ministères. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Les pays arabes condamnent l'incursion israélienne dans la zone tampon du plateau du Golan en Syrie. Après la chute du régime de Bachar al-Assad, le ministère égyptien des Affaires étrangères a qualifié cette décision d'occupation du territoire syrien et de violation flagrante de l'accord de désengagement de 1974. Cet accord avait conduit au retrait d'Israël de certains territoires syriens, mais a laissé le plateau du Golan sous contrôle israélien. L'Égypte a déclaré que l'action d'Israël constituait une violation du droit international de l'intégrité territoriale de la Syrie, appelant le Conseil de sécurité de l'ONU et les puissances mondiales à assumer leurs responsabilités et adopter une position ferme contre l'assaut israélien en Syrie. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.